Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 13 de cette Vuelta. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Quand vous abonnez, vous pouvez mettre également la petite cloche, ça c'est pas obligatoire, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. On va revenir sur cette étape numéro 13, on va essayer d'aller assez vite pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il est déjà 9h56. Je vais pas mettre les séparations, les bleus, top, flop. On va essayer de gagner un petit peu de temps au niveau du montage. On mettra que les maillots. Sprint assez surprenant quand même hein, sur cette étape numéro 13 avec une étape où moi je m'attendais très clairement pas à ce que ça dans le final ça casse autant. Et puis on a quand même un top 10 là. Je vais juste vous... Au niveau du top 10, vous avez quand même Egan Bernal, Rui Oliveira, même Soto. C'est pas forcément le plus attendu. Enfin, le top 10, c'est une surprise sans nom. C'est-à-dire que le mec a réussi à foutre le top 10 dans l'ordre. Je pense qu'aujourd'hui, il est milliardaire. Hein, parce que vraiment, c'était impossible à prévoir ce top 10-là. Avec un final qui était très tortueux. Pas dangereux pour moi, mais tortueux en fait. Il y avait beaucoup de ronds-points. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de ronds-points, on sait qu'à un moment ça peut casser. Il y avait un petit peu de vent en plus toute la journée. Il y avait déjà eu des coups de bordure à environ 60 bornes de l'arrivée. Ouais, c'est un sprint surprenant et qui a quand même permis à un Français de s'imposer. C'est la première victoire d'un Français sur cette Vuelta 2021. On espère qu'elle en appellera d'autres. On commence par les Bleus. On commence avec le vainqueur du jour, Florian Sénéchal. Florian Sénéchal, très bon. Le coureur français, voilà, de la Deceuninck Quick-Step. Là, on voit toute la maîtrise de la Deceuninck du côté des sprints. C'est-à-dire que même quand leur leader, Jacobsen, se fait avoir un petit peu, eh bien, ils arrivent toujours à trouver une solution de rechange. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Et ça, c'est la force véritablement de cette équipe, de réussir à toujours trouver des solutions. Là, voilà. Du côté de Sénéchal, Jacobsen a un problème technique, et c'est pas de problème, on change de position, c'est Sénéchal qui va faire le sprint, et il a fait un très beau sprint, Sénéchal, quand vous regardez, parce que Trentin part de très loin, beaucoup trop loin, ça reviendra là-dessus, mais du côté de Sénéchal, il s'est pas affolé, et puis ensuite il fait parler la puissance, et c'est vrai que Sénéchal aujourd'hui c'est un bon sprinter. C'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. C'est pas un pur sprinter, mais c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Depuis 2 ans, on l'a vu sur beaucoup de courses. Il avait notamment remporté le Samin en sprintant. Il a des bons résultats. Alors, plus sur les classiques que sur les grands tours. En même temps, sur les grands tours... Ah si, il en a déjà 6, pardon. Mais il a souvent eu le rôle d'équipier sur les grands tours quand même. Mais voilà, quand tu regardes ses résultats cette année, c'est sa première victoire de la saison, mais il a 3 victoires dans sa carrière. Plus que pas tant que ça au final. Mais il a beaucoup de top 10. Oui, il a beaucoup de top 10. Une victoire l'année dernière, donc une victoire cette année, une victoire en 2019 du côté du Samin. C'était sa première victoire chez les professionnels donc. Et c'est un coureur qui vraiment s'épanouit aujourd'hui chez Deceuninck. Il arrivait assez jeune. Faut savoir, chez Cofidis en 2014, il avait été lancé par Omega, ça je ne savais pas. Qui s'était entraîné, qu'il avait été stagiaire chez Omega et qu'il avait roulé chez Tix. Au même moment, je pense qu'un certain Julien Lafilippe, peut-être, 2013. Et puis en 2014, voilà, il a rejoint Cofidis. Il est resté 4 ans chez Cofidis. Il avait fait plusieurs top 10 déjà, il y avait eu plusieurs résultats intéressants, notamment je me souviens d'un Paris-Roubaix où il avait été bon. Et puis, depuis qu'il est chez Deceuninck, au départ, il avait un rôle vraiment d'équipier, et puis on sent qu'on lui fait de plus en plus confiance à Florian Sénéchal, qui est un vrai flahut, né à Cambrai, donc voilà, c'est un mec qui aime les courses pavées, qui est né dans cette culture des courses pavées. Il devrait faire quand même les championnats du monde normalement. Ça sera un homme qui arrive en forme en plus pour ces championnats du monde. Et puis il sera là pour Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est sa course, on va pas se mentir. C'est la course qu'il a envie de gagner le Français. Et il arrive en forme surtout. Il arrive en forme parce que voilà, le sprint qu'il a fait aujourd'hui, il était vraiment costaud. Je continue du côté des Bleus avec De Wolf.
qui a été bon, le coureur d'AG2R, hein, 5e de l'étape, juste derrière Mesliec. Il a profité des différentes cassures. Ça reste lui aussi un coureur qui aime les classiques du Nord, donc forcément il sait se placer dès que ça a cassé. Et puis dès qu'il y a un peu moins de monde, De Wolf, voilà, il a une bonne pointe de vitesse. C'est pas un sprinter, Stan De Wolf, mais il arrive à se placer dans ce genre de situation. Et comme il y avait moins de coureurs, il a pu faire son sprint. Et pour AG2R, pour l'instant, c'est le meilleur résultat d'un de ces coureurs rapides, on va dire Stan De Wolf. Et quand on voit en ce moment le niveau qu'a Clément Venturini, on se dit pourquoi on n'a peut-être pas misé un peu plus, pourquoi pas sur Stan De Wolf, sur cette course-là, du moins. Mais une bonne pointe de vitesse pour le coureur belge, 5e. C'est pas un pur sprinter, encore une fois, mais sur ce type d'arrivée où il y a peut-être un peu moins de monde, un peu moins de tension dans le dernier kilomètre, eh bien il a réussi à s'en sortir et vraiment bon coureur belge. Pour vous dire comment ça a roulé fort quand même dans la dernière heure de course, c'est qu'on a roulé pendant toute la journée à 38 et qu'à la fin la vitesse moyenne est de 40 km/h, 961. Ça veut dire vraiment sur la fin ça a roulé à plus de 45 de moyenne, donc ça a encore été une étape dans les derniers kilomètres très très animée. Je termine avec Algart, encore 6e. Algart, bonne course quand même de Pete Algart du côté de la Cofidis. Belle course quand même de la Cofidis, hein, on a beau dire. La Cofidis, j'avais des doutes cette année. Déjà parce que Viviani, on n'était pas sûr qu'il soit performant, mais on voit quand même que cette équipe est visible. Alors, il n'y a peut-être pas de grands résultats du côté de la Cofidis. Peut-être pas de grandes victoires du côté de la Cofidis, mais au moins c'est une équipe qu'on voit à l'avant de la course. Ils ont gagné 2 fois là au Tour du Poitou-Charentes avec Viviani, Laporte sur le Tour du Limousin, Martin à la Mercantour Classique, Victor l'a fait sur le Tour d'Italie. Mais ils sont quand même présents au niveau des résultats, et ça c'est bien vraiment pour la Cofidis. Tu rajoutes à ça la 8e tour de la 8e place de Guillaume Martin. La 3e place de Victor Lafay sur l'Arctic Race of Norway. La 6e place de Paris-Nice également de Guillaume Martin. Cette année, les résultats sont vraiment très très bons. Et en plus, en lâchant Viviani qui n'a pas été incroyable, là, ils vont libérer un petit peu de masse salariale, ils vont pouvoir faire un recrutement intéressant. Là, on voit que pour le moment, ils se sont concentrés sur un recrutement francophone, plus Chimolai, mais ça va être intéressant quand même pour l'année prochaine. Oui, puis il y a Brian Cocard aussi, Benjamin Thomas qui a été recruté, François Bidard, Alexis Renard. Ils vont avoir une belle équipe sprint l'année prochaine en passant Cofidis, parce qu'ils ont recruté pas mal de coureurs rapide. Je continue du côté des Bleus avec Desmar. Desmar qui a été décevant, mais c'est surtout la Groupama qui s'est encore fait manger. Ça va pas cette année sur les grands tours. La Groupama, ils ont quand même été peu présents, que ça soit sur le Tour d'Italie, sur le Tour de France, où on s'attendait quand même à mieux du côté de Gaudu, que ça soit sur le Tour d'Espagne. Les résultats sont quand même pas dingue pour cette équipe. Et là sur les sprints, ils se sont fait, le train s'est fait manger, hein. Là Desmar, je peux pas, je dis Arnaud Desmar, mais c'est surtout la Groupama. Au final, le résultat d'Arnaud Desmar n'est pas bon, mais en même temps la Groupama, le train n'est déjà pas en place, donc comment voulez-vous sprinter si le train n'est pas en place? C'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible. Et là, ils se sont fait complètement manger. C'est à 4 km et demi ou 4 km, je sais plus. À la relance d'un rond-point, paf, ils disparaissent. Alors, je sais pas si c'est Arnaud Desmar qui a raté le rond-point ou si c'est vraiment l'équipe qui a raté ce moment-là. Mais de toute manière, au final, le résultat n'est pas bon. À eux de s'améliorer, mais pour les sprinteurs, il reste plus beaucoup d'opportunités. Dans la dernière semaine, c'était quasiment la dernière opportunité pour un sprinter, hein. Parce que il y a peut-être Monforte de Lemos, donc l'étape 19, il faudra quand même passer le début de journée. Santa Cruz de Bazena, il y a quand même des petites bosses sur la fin de journée, donc ça va être difficile, je pense, à convaincre des coureurs comme Trentin et Matthews. Donc ouais, pour moi, il y a peut-être encore une opportunité. Il faudra quand même passer cette côte
petites bosses dans le final, et sinon, sinon il n'aura pas réussi à gagner d'étape cette année, et le résultat pour Arnaud Démare, pour le moment, sur sa saison, sera décevant. Les coureurs au top, j'enchaîne tout de suite avec Dainese. Toujours là, Dainese. C'était un sprint atypique, il réussit à s'en sortir. Moi, je trouve que c'est vraiment, je sais pas si c'est la révélation de cette Vuelta au niveau des sprints, quoique, parce que Jakobsen, bon, c'est un retour, c'est un comeback, mais c'est pas une révélation. Dainese, je trouve qu'il y a un petit côté révélation quand même, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il arrive à faire des podiums, des top 5. Et là encore, belle trouvaille de la part de l'équipe Sunweb, le dit assez souvent, c'est une équipe qui arrive à trouver des jeunes, qui a une qualité au niveau de la formation. Mais en plus, à Dainese, ce qui est intéressant, c'est la science du placement dans cette arrivée. Et il fallait savoir se placer. Alors, il lance son sprint avec un peu de retard par rapport à Trentin. Il est surpris par Trentin. Et ce qui fait qu'il se prend un petit éclat. Il est déjà plus dans la route Sénéchal quand Sénéchal lance. Mais vraiment, moi j'aime bien Alberto Dainese. Voilà, vraiment, je vous le dis, c'est un coureur que j'aime, que j'apprécie. J'attends de voir son évolution dans l'avenir. Je continue du côté des coureurs au top avec Luka Mesgek. Quand je vous dis que c'était peut-être pas forcément le bon choix de mettre Michael Matthews en leader du côté des sprints, contrairement à Mesgek, ça confirme un petit peu. Alors certes, c'était un sprint en petit comité, mais il fait 4e quand même. Alors que Matthews, des fois, il a du mal à faire 4e sur les sprints. Il a été très bon, mais Mesgek aussi, c'est un peu comme Sénéchal. C'est des coureurs qui sont assez sous-estimés. Hein. J'ai oublié de le dire pour Sénéchal, mais Sénéchal, c'est quand même pas le coureur le plus estimé en France, qui a le plus de notoriété. Peut-être parce qu'il manque encore des lignes à son palmarès. Et Luka Mesgek, c'est quand même un coureur très intéressant, je trouve, qui est un peu sous-estimé, mais qui a déjà l'année dernière sur le Tour de France, qui avait été performant. Il est revenu vraiment l'année dernière. C'est-à-dire qu'il avait eu une petite période compliquée entre 2017, je dirais, où il a des gros résultats. Entre 2018 et 2019, c'est pas la folie pour Mesgek. Et là, il est revenu, 33 ans. Il a encore un contrat d'1 an chez Bike Exchange. Et dernière, il avait fait des bons résultats sur le Tour de France. Deuxième de la Bretagne Classique également derrière Michael Matthews, mais il n'avait pas été très très bien emmené, je crois me souvenir, sur ce sprint. 2 fois deuxième en dernière semaine sur le Tour de France. Il avait remporté le classement du meilleur sprinter sur le Tour de Pologne l'année dernière. 5e de la Classica d'Almeria aussi, au mois de février 2020. Et cette année, quand on regarde les résultats de Mesgek, c'est pas mal quand même. Hein. Sur le Tour de France, il y a une 5e place, une 4e place pour un mec qui n'était pas leader. 3e place de la course sur route au championnat de Slovénie. 5e de la première étape des Tirreno. 8e de la dernière étape de l'UAE Tour. Et c'est quand même un coureur qui arrive assez frais sur ce Tour de France parce qu'il a quasiment pas couru. Il n'a pas couru d'avril à juin. C'est assez surprenant, un trou. Et puis il a abandonné beaucoup de classiques flandriennes, puisque c'est pas un flahut, Mesgek. Ils l'ont emmené sur les courses de ce type-là, mais c'est pas un pur flahut. Donc ouais, non. Il a eu un programme très léger en fait déjà entre le mois de mars et le mois d'avril. Et puis surtout après le mois d'avril, ouais, c'est très très calme pour lui jusqu'au mois de juin. Mais c'est un coureur voilà, sur lequel il faut toujours compter. On est rarement déçu par Mesgek, coureur qui est lui aussi, hein, je crois, il vient de la Sunweb hein, aussi, Mesgek. Oui, Giant Shimano sur sa première équipe en World Team. Il avait été très performant, Mesgek, chez Giant. On termine avec Enorm, l'Israélien. Là encore, 7e. Ils ont des meilleurs résultats, Israël, depuis que c'est lui qui sprint, qu'avant avec Chimolai. Et ça montre également que en Israël, on peut avoir des coureurs peut-être qui sont là un peu plus que pour faire le nombre. Notamment, on pense souvent à Guigniv, c'est vrai qu'il est souvent sur les courses avec Israël, Startup Nation, mais qui est pas très bon. Et là, ils ont peut-être enfin trouvé une je dirais pas une pépite, mais au moins un coureur qui est capable de faire top 15 sur des étapes de World Tour, ou top 10 là, dans un sprint petit comité. Il s'en est bien sorti également. Donc bien, Itamar Enorm, là encore, du côté d'Israël.
coureur qu'il va falloir peut-être suivre dans les années à venir. Je passe au flop, je commence avec Matteo Trentin. Pourquoi ? Il lance son sprint de beaucoup trop loin. Et encore une fois, dans son sprint, de toute manière, physiquement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Sénéchal, il n'a pas non plus souffert énormément pour le remonter Trentin. Il y a peut-être une réflexion à avoir autour de Matteo Trentin. Est-ce que c'est un coureur qui a encore une grande pointe de vitesse ? Et puis, on le sait, en termes de stratégie, Trentin, c'est quand même pas la folie. Il se fait battre très régulièrement sur les sprints en petit comité. Parce que là, il y avait 2-3 coureurs à suivre. Il y avait Sénéchal, Dainese et Mesgeek. Et en plus, je crois que Dainese et Mesgeek étaient déjà plus dans la roue à ce moment-là. Donc il a Sénéchal à contrôler. Et il s'est encore fait battre. Dans les duels, dans les arrivées entre 2 et 4 coureurs, il se fait tout le temps battre, Trentin. C'est-à-dire soit il faut qu'il arrive en solitaire, notamment sur le Tour de France, quand il s'impose, c'est en solitaire. Mais quand il a un duel à faire, Trentin, je ne l'ai jamais vu gagner, je crois. En duel sur les dernières années, du moins, j'ai jamais vu gagner. Si je vous prends les 2-3 dernières années, il se fait tout le temps manger de la même manière. Puis là, il lance beaucoup trop loin. Je pense qu'au niveau psychologique, il y aura des choses à regarder du côté de Matteo Trentin. Parce que cette capacité à ne pas gagner des courses. Et puis Jordi Meeus, 15e. 17e même. Jordi Meeus, c'est une des déceptions quand même de cette Vuelta. Moi, on me le vend toujours comme un énorme coureur. Un peu fait partie des mecs. Meeus, à chaque fois que je l'ai vu, il n'a jamais été très bon. Alors soit je ne l'ai pas vu sur les bonnes courses, ce qui peut arriver aussi. Mais bon, voilà, sur le Tour de Burgos, ouais, il fait 4 et 5, mais il n'y avait pas une grande opposition non plus. Et il a gagné une étape sur le Tour de Hongrie. Mais bon, voilà, il a fait une 4e place sur cette étape. Mais pour moi, c'est quand même une déception. Parce que chez Bora, on attendait un peu plus de lui. Et on attend beaucoup de lui, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024 du côté de la Bora. Il devrait aller en France, même au Grand Prix de Fourmies. Jordi Meeus, on espère que sur cette course-là, donc après la Vuelta, il sera performant. Et puis je termine avec là aussi Aberasturi. Autant Aberasturi, j'aime plutôt bien ce coureur. Autant là, sur cette Vuelta, en termes de résultats, c'est pas ça. Alors, il faut quand même signaler qu'il est dans une équipe espagnole qui n'est pas vraiment à son service autour d'Aberasturi. Lui qui rejoindra la Trek l'année prochaine. Peut-être aussi une information. Après, du côté de la Trek, il sera peut-être pas mal. Et c'est pas un mauvais recrutement en passant du côté de la Trek, parce que Aberasturi, c'est un coureur qui est capable de faire des top 5 sur des courses World Tour. Mais là, c'est dommage, quoi. C'est dommage du côté de la Cara Rural de pas miser plus sur lui. Voilà, ça fait depuis 2 ans qu'il est quand même à la Cara Rural, sans qu'il y ait sans qu'on mise plus que ça sur ce courant-là, alors que pour moi, c'est un très très bon sprinter, et la Cara Rural aurait besoin de gagner des étapes, parce que c'est quand même une équipe qui a tendance à faire un petit peu comme... Je critique souvent Total Direct Energy, Cara Rural, ça fait depuis des années que je pourrais tenir le même discours, c'est-à-dire des stratégies à la con, des équipes avec des sélections mal faites. C'est un peu la Total Direct Energy espagnole, Cara Rural quand même. On passe à l'étape de demain. L'étape de demain, rapidement, l'étape d'aujourd'hui. À chaque fois je dis l'étape de demain, c'est parce que je suis décalé. Entre Don Benito et Pico Villarcas, il y aura une côte de 3e catégorie au kilomètre 86, c'est-à-dire à mi-étape, côte de 7,7 km à 5,8% de moyenne, le Puerto Berzocana, qui s'enchaînera tout de suite avec une côte de première catégorie, l'Alto Colato des Ballesteros, 2 km 9 à 13,4% de moyenne. Autant vous dire que ça va être une sorte de petit mur de 8, de gros mur de 8 plutôt même. On aura le sprint bonification km 122, c'est-à-dire à 40 bandes de l'arrivée. C'est pas mal plat jusqu'au pied de la côte de Pico Villarcas, et cette côte, donc côte de première catégorie, 14 km 400 à 6,3% de moyenne, si je sais bien lire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires,
À vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Malade Production. Ciao ciao.